L'édito politique, bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro, vous avez entendu vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée, les réseaux sociaux, avec une vision assez noire, assez négative développée par Europe 1 ce matin autour de ces réseaux sociaux, il faut bien le dire. Disons également que c'est aussi une agora politique et on leur prête souvent un pouvoir décisif dans la poussée des populismes. La jonction des réseaux sociaux et des télés en continu, c'est un poison pour la démocratie. Là, je cite Emmanuel Macron, c'était dans le journal du dimanche en 2018. Oui Dimitri, les réseaux sociaux carburant des populismes, on entend souvent ça, et moi je crois que je pourrais vous démontrer absolument le contraire. Quand Obama a gagné, on a chanté la force démocratique des médias sociaux. C'était la même chose pendant les printemps arabes en 2010 où Facebook a joué un rôle décisif. Je vous rappelle aussi que le hashtag MeToo doit tout à Twitter. Quant aux nouvelles luttes sociétales, celles qui sont fondées sur la race, sur le genre, sur l'identité que l'on appelle le wokisme, elles sont comme chez elles dans ces réseaux. Enfin, il faut se souvenir que de manière complètement arbitraire, Trump a été interdit sur Twitter. Donc s'il fallait donner une teinte idéologique aux fameux GAFAM, ces boîtes de la Silicon Valley qui détiennent les réseaux sociaux, ce serait plutôt celle du progressisme, voire du politiquement correct, beaucoup plus que celle du populisme. Enfin, disons que dans cette sphère des réseaux sociaux, la partie est plus équitable que dans la sphère médiatique. Et au fond, c'est peut-être ça qui dérange. C'est-à-dire, Vincent ? Alors, pour comprendre, il faut remonter en 2005. Le référendum sur la Constitution européenne en France. L'intégralité des grands médias plaidait pour le oui au référendum. Vous vous souvenez, le non a fait 55%. Ouais. Là, on a assisté à un krach du magistère médiatique, à un effondrement de l'autorité de la parole publique. En fait, à force d'oublier une partie de la population, le système d'information a laissé un espace gigantesque. Et quand sont apparus Facebook ou Twitter, les invisibles, les oubliés, se sont jetés sur cet espace pour le remplir. Au fond, ils ont rééquilibré la balance. Mais Vincent, et les fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux ? Alors, je ne nierai pas les fake news, je les déplore même tous les jours et à tout instant, puisqu'on passe nos journées sur ces réseaux. Mais les fake news, ça ne date pas de Twitter, hein. C'est vieux comme le cheval de Troie. Et il arrive même que les médias sociaux aident au travail de la vérité. Je vais vous donner deux exemples. Vous vous souvenez certainement de la nuit du 31 décembre à Cologne en 2016. 1200 femmes avaient été agressées, mais gênées par le profil des agresseurs, il s'agissait de réfugiés, la police allemande avait dit que la soirée s'était très bien passée. C'était une fake news institutionnelle, et c'est grâce au réseau qu'elle a été démasquée. Ouais. Deuxième exemple, le fiasco de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Vous vous souvenez, la mise en cause des faux billets et des fameux supporters britanniques, eh bien là, c'était une fake news gouvernementale et c'est d'abord par les réseaux qu'elle a été contredite. Je pourrais vous donner nombre d'autres exemples. Ce qui est frappant, c'est que le plus souvent, c'est sur les sujets d'immigration, d'insécurité physique ou culturelle que les réseaux sociaux dévoilent une réalité que beaucoup, apparemment, ne veulent pas voir. Donc, comme Ésope disait que la langue était la meilleure et la pire des choses, les réseaux sociaux, c'est à la fois bon et mauvais. Oui, ça s'appelle la modernité. Depuis Tocqueville, on a compris qu'elle était toujours ambivalente. Alors oui, il y a 1000 questions sur ces plateformes qui prétendent que parce qu'elles seraient de simples tuyaux, elles ne sont responsables de rien devant la loi. Je vais prendre un exemple très concret. À Europe 1, il y a quelqu'un qui, devant la loi, est personnellement responsable si jamais sont tenus sur l'antenne des propos délictueux, qu'ils soient racistes, injurieux ou diffamatoires. Ça s'appelle le responsable de la publication. Sur les plateformes, rien de tout cela. Personne n'est responsable du torrent d'horreur qu'on peut y trouver. On leur demande simplement de s'auto-réguler. Moi, je pense qu'on devrait leur demander d'appliquer la loi. Mais bon, en l'état, et si l'on écarte ce sujet très important, on peut encore trouver des mérites à ces réseaux. J'en trouve un. Ils expriment, même de façon caricaturale, même de façon parcellaire, une part de notre inconscient collectif. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est précieux pour les journalistes, c'est précieux pour les politiques, qui sont obligés de prendre en compte ce ressenti et qui, par ces réseaux, peuvent aussi toucher un nouveau public. Puis enfin, c'est quand même par Twitter, c'est par TikTok que nous pouvons suivre la leçon de courage que donnent en ce moment les femmes iraniennes. Alors avec toutes leurs limites et malgré leurs zones d'ombre, l'effet de meute, le lynchage, l'inculture, je dirais quand même que ces réseaux sociaux sont un progrès. La preuve, on le voit en Iran, ceux qui songent à l'interdire sont ceux qui craignent la liberté. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers, absolument passionnant. J'espère, chers auditeurs, que vous passez un bon moment autour de notre vendredi thématique sur les réseaux sociaux. On va prolonger la réflexion à 8h40 avec nos deux invités, Philippe Val et l'écrivain Abel Quentin pour son merveilleux roman, Le Voyant des Tempes aux éditions de l'Observatoire.